La situation, elle était plus tenable, elle était plus acceptable. Ok. Et qu'à partir de là, on sait que la voie dans laquelle on est aujourd'hui, de toute façon, est juste explosive. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Wall the Talk, l'interview. Je suis avec Luc. Salut Luc. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va très bien, bon. Très heureux de t'accueillir chez nous aujourd'hui. Très heureux de vous avoir ici, de m'accueillir ici. On va se dire la vérité, on se connaît très bien, comme ça au moins on évacue tous 6 ans déjà. Donc je suis chez RSM, expertise comptable et d'audit à Montpellier. On est combien de personnes ici? Aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs sur le cabinet de Montpellier et Nîmes. Ok. 2 implantations. Ok. Voilà, Gare et Hérault. Ok. Et toi Luc, qui es-tu? Moi je suis expert comptable et un des associés qui maintenant devient un des plus anciens associés presque de RSM Méditerranée. Ok. Pour te présenter Luc, je me suis dit comment je pourrais présenter Luc parce que j'ai tellement de choses à dire et après je me suis dit par curiosité je suis allé voir ton profil LinkedIn. D'accord. Et j'ai vu, je mets à ton service mes 38 ans d'expérience pour te débarrasser des irritants dans ton quotidien de DRH. Je t'avoue que je vois 38 ans. Donc je me dis, il y a quand même pas mal de choses. Et ce qui m'a vraiment interpellé, que j'ai adoré, c'est ta présentation. Et je l'avais noté ici, un rêve avorté, devenir agriculteur, ça restera un regret, tant le métier est porteur de sens pour moi. Alors moi je suis né dans une exploitation agricole, petite exploitation agricole, rien à voir avec les céréaliers de la plaine de la Beauce. Et j'ai commencé moi mes études pour devenir agriculteur, reprendre l'exploitation de mes parents. Malheureusement mon père a voulu que je fasse des études. J'ai découvert que économiquement l'exploitation de mon père n'était pas viable, et ce qui m'a amené à me réorienter. Et donc à 20 ans je me suis dit qu'est-ce que je fais de ma vie. Voilà, donc première étape, mais effectivement une tâche très forte avec le milieu agricole. Ok, donc la terre, vous touchez des choses, voir les choses évoluer. Je suis beaucoup plus habile de mes mains que de ma tête. Ah, ok, d'accord. Est-ce que ça te nourrit aujourd'hui dans ta posture de dirigeant, ce côté terre, voir les choses évoluer, aller au contact d'eux? Est-ce que ça, dans ta posture de manager, ça a un impact? C'est extrêmement important, c'est même essentiel, parce qu'effectivement, c'est avant tout toujours orienté sur le bon sens. Ce fameux bon sens paysan qui permet dans des moments difficiles, dans des moments un peu turbulents, de pouvoir se raccrocher à des choses solides, qui est la terre, qui est avoir les pieds sur terre, qui est ne pas partir dans des délires intellectuels, parce que c'est pas ma compétence première, c'est celle d'avoir les pieds sur terre. Ok, d'accord. Donc finalement tu fais des études, et après donc c'est quoi ton chemin alors? Après avoir décidé de ne pas reprendre l'exploitation de mon père, c'est interrogation. Ouais. Interrogation, je reprends une petite étude dans la gestion des entreprises agroalimentaires de 6 mois pour essayer de me repositionner. Je pars au Crédit Agricole, un métier dans lequel je ne me suis pas du tout senti, qui n'était pas pour moi. Mais c'est de là que j'ai tiré le sens de ce que je voulais faire ensuite, puisque une des choses qui m'a marqué, c'est quand mon patron m'a dit que je m'étais trompé de métier, que je n'étais pas là pour conseiller les clients, j'étais là pour vendre des produits, et je me suis dit tiens, conseil intéressant. Et comme j'avais une clientèle d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, artisans, commerçants, j'ai rencontré leurs experts comptables, j'ai trouvé leur métier sympa, j'ai sympathisé avec eux, et de ces rencontres-là est née l'envie effectivement de reprendre à 30 ans ma formation qui est pour devenir expert comptable. Okay. Avec toujours ce filigrane, parce que mon père m'avait inculqué une âme d'entrepreneur, parce que même si c'est une toute petite entreprise, ça reste une démarche d'entrepreneur. Donc avec l'intention effectivement de transformer ce diplôme d'expert comptable en un métier d'entrepreneur. Ok, d'accord. C'est une question qu'on a eue à de nombreuses reprises. Est-ce que les experts comptables sont des entrepreneurs? C'est quoi ton avis là-dessus? Les experts comptables sont pas forcément des entrepreneurs, mais plutôt des professions libérales. D'accord. Donc qui placent leurs compétences techniques au-dessus de la compétence managériale, entrepreneuriale réellement. Ils accompagnent des entrepreneurs, mais ils ont une posture souvent de sachant technique, ce qui pour moi n'est pas complet quand on se qualifie d'entrepreneur. Ok, d'accord. Ok. RSM, ça fait combien de temps que tu es... Ça fait 15 ans aujourd'hui. 15 ans. 15 ans aujourd'hui. Ok, c'est quoi l'histoire de RSM?
Alors mon histoire vis-à-vis des RSM, c'est qu'RSM était avant tout, moi j'ai passé une période de ma vie professionnelle en entreprise comme directeur financier où j'ai rencontré des hommes qui étaient mon commissaire aux comptes et RSM était mon commissaire aux comptes. Ça a bien fonctionné, il y a eu le feeling qui est passé, ils ont eu un projet à un moment donné de rachat, de faire une croissance externe en rachetant un nouveau cabinet d'expertise comptable, ils cherchaient un associé pour piloter et c'est comme ça que l'histoire a commencé avec RSM. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Aujourd'hui, vous êtes combien, tu m'as dit? Aujourd'hui, on est 9 associés. 9 associés, 200 combien de 200 collaborateurs. 9 associés. Ok. Comment ça s'organise, 9 associés, ça se gouverne comment un cabinet d'expertise comptable? Alors à ce jour, on a toujours cette empreinte de la profession libérale où on est 9 associés qui travaillons côte à côte avec chacun notre clientèle, avec chacun nos collaborateurs. Okay. Et aujourd'hui, on n'a encore pas muté, on est en cours, on essaie, c'est dur pour nous de muter dans une organisation d'entreprise. Alors ça a commencé un petit peu quand les métiers se sont spécialisés. À l'intérieur de nos métiers de l'expertise comptable qui sont très larges, ça va de l'audit légal, l'audit contractuel, l'expertise comptable. Et dans l'expertise comptable, on va trouver le social, on va trouver la comptabilité, on va trouver la fiscalité. Dans les métiers du conseil, on va trouver la partie juridique. Donc tous ces métiers qui avant reposaient sur une seule tête, un seul sachant, aujourd'hui, compte tenu de leur complexité, évoluent, nécessitent de plus en plus de technicité. Donc chacun des associés s'est orienté pour se spécialiser aujourd'hui. Pas totalement tous, il y a encore des généralistes, mais si je prends mon cas, je me suis spécialisé dans la gestion de la paye et plus largement de toute la prestation sociale pour nos clients. Donc aujourd'hui, donc on a commencé à avoir une organisation alentour de nos clients qui fait intervenir plusieurs associés. Donc moi j'interviens sur les comptes clients de mes associés. Donc c'est en train d'évoluer. Mais on reste profondément attaché à une démarche de profession libérale où l'expert comptable est un peu le pivot de la relation avec le client. Ok, on a eu Axel sur la partie sociale. On voit bien ce côté humain, ce côté expertise, etc., etc. Toi, tu as commencé tu as repris, elle disait qu'elle avait repris la direction du pôle depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui. Et ça, c'était toi qui le gérais avant? Exactement, voilà, donc, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui te différencie par rapport aux autres cabinets? La partie, avoir un service dédié sur la partie sociale? Beaucoup de cabinets ont pris ce chemin, effectivement, que le métier est devenu plus pointu, plus technique. Donc beaucoup de cabinets ont pris le chemin que nous on a pris à peu près quand je suis arrivé, puisque j'ai commencé à monter le pôle social quand je suis arrivé comme associé au sein de RSM. Beaucoup de cabinets ont pris ce chemin. Ce qui nous différencie, c'est aujourd'hui la taille, déjà d'une part, qui nous donne les moyens de pouvoir investiguer des compétences, de faire évoluer des compétences à l'intérieur de l'équipe. C'est aujourd'hui ce qui nous permet effectivement de nous différencier, c'est de pouvoir offrir un spectre de prestations qui vont de la production de la paie, bien entendu, qui reste le cœur de notre métier, mais alentour du juridique et de l'accompagnement juridique de nos clients, sur la partie SIRH aussi, donc tout ce qui est digitalisation des processus. Donc ce qui nous différencie, c'est que notre spectre aujourd'hui de compétences et d'offres de services s'est énormément élargi par rapport à nos concurrents traditionnels cabinets d'expertise comptable. Ok, d'accord. C'est quoi les enjeux d'aujourd'hui pour toi en termes de cabinet? C'est quoi les challenges que tu as à relever aujourd'hui? Les challenges, c'est encore se rapprocher plus près des clients, encore être plus proche de leurs besoins, se positionner dans une posture de les aider à avancer. Ouais. De ne pas être simplement, puisque notre histoire est plutôt de je traite ce qu'on me demande de traiter, j'essaie de bien le faire, c'est déjà beaucoup, c'est ce qu'on a réussi à faire, et aujourd'hui la posture c'est d'aller au-delà, c'est en quoi je peux t'aider, toi client, toi entrepreneur, puisque nos clients ce sont des entrepreneurs, à avancer, à améliorer tes process, à améliorer ton organisation interne, à améliorer ta relation avec tes salariés, à améliorer ton business. C'est ça l'enjeu. Et derrière cet enjeu, pour les aider, il y a tout un enjeu technologique, puisque l'importance des outils dans nos métiers, mais dans les métiers de nos clients aussi, prend de plus en plus de place. Et notre enjeu, c'est d'être aussi un relais pour les aider à appréhender, à
à intégrer tous ces nouveaux outils. On parle de l'IA, tous ces sujets qui sont en train de révolutionner un peu aussi nos propres méthodes de production. Donc à les aider à intégrer ces nouveaux outils. Je réagis par rapport à l'IA parce que pour préparer cette interview, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. J'ai dit donne-moi 2-3 questions sympathiques à poser. Et il y en a une qui a été, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où tu as dû choisir entre ton éthique personnelle ou professionnelle et l'attente de ton client? Est-ce que tu as déjà eu un conflit comme ça? J'ai déjà eu des conflits comme ça, oui. Dans toutes les questions que l'IA m'a proposées, il y en avait que je trouvais pas très intéressantes, oui. Mais celle-là, j'ai trouvé intéressante parce que c'est vrai que je suis au service d'un ou d'une dirigeante, je suis là pour la soutenir, mais en rapport aussi avec mes valeurs, etc. Et j'ai trouvé la question intéressante. Est-ce que ça t'est déjà donc arrivé ce genre de... Alors ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle, ouais. Qui ont entraîné des choix aussi de quitter des entreprises. Un choix fort. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est sans doute le bénéfice de l'âge ou un des avantages de vieillir. C'est d'être relativement serein, effectivement, pour être clair aujourd'hui que l'éthique reste le premier guide dans mes choix. Ok. Le premier guide dans mes choix. Ok, donc tu choisis d'une certaine manière avec qui tu as envie de travailler. C'est sans doute un gros challenge, mais c'est sans doute oui, quelque chose qui commence à être de plus en plus important dans ma vie professionnelle. Et peut-être dans notamment la démarche de s'être rencontrés ensemble, ouais. M'a amené aussi à faire des rencontres qui fait que ça s'oriente automatiquement parce que les rencontres qui se qualifient finalement par affinité, notamment dans la manière d'appréhender l'entreprise, la gestion d'entreprise, le pilotage d'une entreprise, amènent finalement à rencontrer des gens avec lesquels on a des atomes crochus et qui nous ressemblent. Peut-être qu'on peut revenir en effet sur notre rencontre il y a 6 ans et demi, 7 ans, un truc... Oui, c'est ça à peu près. Quand est-ce qu'on s'est... Pourquoi on s'est rencontrés alors ? On s'est rencontrés parce qu'on avait un ami commun. Tout à fait. Un client commun. Un client commun. Un client commun qui, en observant ce qu'il faisait, ça m'a interpellé. Ça a attisé ma curiosité. Et moi, j'ai rencontré une situation de crise très forte au sein du pôle social, liée notamment à des pratiques managériales de la dirigeante, de la manager du pôle social à l'époque. Je ne vais pas dire dirigeante parce que c'est un mot qui est beaucoup trop fort. Situation de crise dans laquelle j'ai perdu tous mes repères, dans lequel je n'avais pas de compétences techniques pour agir et intervenir dans la gestion du pôle. Donc, m'a amené à avoir besoin de regarder autrement la manière de conduire ce pôle social. Okay. Donc, situation de crise, ça a été le déclic de notre rencontre, nécessité à créer cette rencontre. Ok, et qu'est-ce qu'il y a... Moi, je me rappelle notre première rencontre et on était dans un restaurant à table et à l'époque, j'avais pas l'âge que j'avais. Donc voilà. Et à un moment donné, tu me dis, je me rappellerai toujours de cette phrase, tu me dis, mais Christophe, j'avais moins de 40 ans à l'époque, hein, donc je vais potentiellement écouter un petit jeune me dire ou m'orienter ou me dire des choses sur la partie managériale. Je trouve que tu es l'exemple parfait de je suis capable de me remettre en question, de faire preuve d'humilité et de changer d'avis sur certaines postures. Comment tu as vécu ces débuts finalement avec le Lean, on peut le dire, avec ta rencontre avec le Lean? Alors j'avais effectivement à cette époque, mais pas que par rapport à l'âge, une suspicion, une interrogation quant à l'utilité de se faire accompagner. Ouais. Avec voilà ces phrases toutes faites qui te disent c'est bien, les discours sont jolis, la pratique est tout autre. Et quand tu as fini de m'expliquer ce que je dois faire, je sais pas comment le faire. Ouais. Et c'est ce qui d'ailleurs a été vraiment révélateur. Ce qui a été une révélation pour moi, c'est que le Lean, c'est pas du discours, c'est de la pratique. Et ça a été très très fort. Parce que j'ai souvenir de ta première intervention au sein de l'entreprise, qui après une demi-heure, tu m'as dit, bon, on y va sur le terrain maintenant, on va voir. Donc j'ai beaucoup aimé effectivement cette approche de... c'est sur le terrain que ça se passe.
C'est sur le terrain. Alors le terrain en plus, hein, le terrain, la terre. Ouais. Ah, tout, oui. tout ça, on y revient. Tout à fait. C'est sur le terrain que se passe le métier d'agriculteur. C'est pas dans un bureau. Donc c'est vrai que ça avait beaucoup de sens pour moi. Ça a été très fort, ce moment où je me suis dit, ah, voilà, on n'est pas là pour faire des discours, on n'est pas là pour s'enfermer dans un bureau et faire de la stratégie. On est là pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Oui, aller à la rencontre des vraies personnes des vraies qui personnes. font, Ouais. s'intéresser à eux. Par contre, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Par rapport à quoi? L'approche sur le lean? Oui. Pourquoi? Alors, ce que je comprends, c'est que tu es en situation de crise, et c'est souvent ce que je vois. Situation de crise fait qu'à un moment donné, on cherche, on explore, et c'est à ce moment-là qu'on s'interroge sur si je fais toujours la même chose, il va se passer toujours le même résultat, il faut que je bouge. C'est pour ça que le lean, dans toutes les histoires qu'on raconte sur le lean, il y a beaucoup plus de changements lorsque les personnes sont en difficulté que lorsque tout va bien. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On en parlera parce que c'est un gros sujet pour moi aujourd'hui. Exactement. Donc oui, si j'ai toujours fait comme ça et j'aurai toujours les mêmes résultats, il faut que je bouge. Ce que je trouvais intéressant avec toi, c'est allons voir sur le terrain, et tu es parti sur le terrain. Donc l'idée, c'est aussi simple que intéressons-nous à nos clients, intéressons-nous à nos collaboratrices, nos collaborateurs, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent à réussir. Et l'idée vraiment du lean au début, c'est on ne change rien, on essaie juste de comprendre. C'est peut-être aussi ça qui a été, comment dirais-je, c'est très pratico-pratique. Très pratico-pratique. Mais qu'est-ce qui est dur dans le lean? Parce que j'ai beaucoup le lean, et on en a parlé avec Axel, c'est pour les voitures. Le lean, c'est une méthode d'excellence opérationnelle. Quand tu commences à pratiquer le lean, c'est quoi les freins ou les irritants ou les premiers obstacles que tu rencontres, toi, que tu as rencontrés? Le premier frein, le premier frein est personnel. C'est qu'on comprend qu'il faut arrêter de décider pour l'autre et qu'il faut accompagner l'autre à décider, à analyser, à comprendre lui-même. Et ça, c'est une révolution. C'est complètement une révolution. Et puis alors, à l'opposé de la profession libérale, la caricature de la profession libérale, c'est le sachant, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui est l'homme important ou la femme importante. Donc c'est d'arrêter de penser qu'on sait tout. Et moi, je venais de l'expertise comptable proprement parlée, donc la partie comptable et fiscale, où j'étais capable de répondre et de résoudre tous les problèmes quasiment de mes collaborateurs. Parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la formation qu'on a eue. Et c'est de dire stop, j'arrête, et je vais essayer de comprendre ce qui se passe, parce que ça a été facilitateur pour moi, parce que je ne connaissais pas le métier, je n'avais pas de technicité sur le métier, de dire arrête de venir avec tes idées, avec tes solutions, arrête, et ça c'est dur. Ça c'est dur, et j'ai même une anecdote, au bout de quelques mois, j'ai deux collaboratrices qui sont venues me voir en disant bon, à un moment donné, il va falloir que vous décidiez quand même, parce qu'on n'avance pas. Et là, c'est se faire violence que de ne pas reprendre systématiquement la main à un moment donné, de revenir dans une démarche de commande et de contrôle, de comprendre que le contrôle, c'est du gaspillage de temps, parce que c'est autant de temps qu'on ne passe pas dans l'amélioration des process de l'organisation, enfin des process, de l'organisation ou de la compétence du collaborateur. Donc tout ça, c'est compliqué, parce que ça va à l'encontre, pour moi, ça allait à l'encontre de 30 ans d'expérience professionnelle. Bravo. Donc ça a été compliqué. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est que c'est dur de faire comprendre, de faire accepter l'idée que on avait un truc là, à chaque fois on disait chouette, un problème, chouette, une occasion de s'améliorer. Ça fait rire, mais c'est pas si simple que ça pour les collaborateurs intégrés. Parce que l'erreur qu'ils vont mettre, qu'ils vont étaler, qu'ils vont écrire sur les murs, c'est leur erreur. Donc la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de la sanction, ça va jusque-là. Donc cette étape-là aussi a été très dure. Par contre, une fois qu'on a eu franchi ça, et ça a été très vite, parce que ça a été en quelques mois, on a franchi cette étape de j'expose mes problèmes et j'ai pas peur d'exposer mes problèmes, c'est absolument génial, quoi. Parce que là, ça y est, on a la matière pour avancer. C'est vrai que le lean, on dit beaucoup que c'est par la résolution de problèmes qu'on amène les gens à approfondir leur expertise et à progresser et à grandir. Donc c'est vrai qu'il y a une barrière à l'entrée
aussi avec les dirigeantes et les dirigeants avec laquelle j'ai la chance de pratiquer, c'est bah mince alors, tous ces problèmes-là, c'est moi, dirigeant, merde, j'ai mis dans telle situation, telle collaboratrice, tel collaborateur, et c'est vrai qu'il y a un côté barrière à l'entrée de l'approche, parce que c'est miroir, qui est la plus belle, non, tu n'es pas plus belle, c'est à cet endroit-là où entre guillemets, tu déconnes, quoi. Donc, ça fait... Et ce qui est dur aussi, c'est que quand on rentre dans ce cheminement de dire est-ce que j'ai mis mon collaborateur en situation de réussir et qu'on se rend compte que non, et que tous les jours on se rend compte que non, waouh, c'est lourd à porter. Ok. De mettre en lumière toutes les erreurs qu'on fait soi, et qu'à partir du moment où soi on n'a pas été au rendez-vous de mettre le collaborateur en situation de réussite sur sa formation, sur l'information qu'on lui a transmise, sur le temps qu'on lui a alloué pour faire les travaux, mais par quelle bouche je prends pour réparer toutes les erreurs que je fais moi dans ma posture de dirigeant et de manager. Et alors pourquoi s'afficher ça? C'est-à-dire, est-ce que à t'entendre, et c'est vrai que j'ai souvent ce cas-là, Christophe, c'est dur. C'est dur, la pratique du lean, parce que c'est une posture personnelle qui m'amène à changer d'avis sur plein de sujets, qui m'amène à aller sur le terrain et me confronter à la réalité. C'est dur, voir les problèmes, les accepter, etc. Mais on le fait. Qu'est-ce qui fait que finalement on le fait? C'est quoi le moteur? Parce que la situation, elle était plus tenable, elle était plus acceptable. Okay. Et qu'à partir de là, on sait que la voie dans laquelle on est aujourd'hui, de toute façon, est juste explosive. Okay. Quand vous passez 80% de votre temps, et Dieu sait si je passe du temps à travailler, à réparer des erreurs, à prendre des coups de clients insatisfaits, à trembler de perdre des clients tous les jours, ça interroge sur la continuité même de l'entreprise et du service. Ok. 6 ans après, c'est quoi le... Tu prends une équipe qui fait combien en termes de personnes, en termes de bulletins ou de volume? 6 ans après, c'est quoi le résultat? Alors c'est très, très simple. À l'époque, quand on s'est rencontrés, si j'exprime ça en nombre de bulletins produits, qui est à peu près qui est un des critères qui nous permet de qualifier la taille, c'était à peu près 17-18 collaborateurs sur à peu près 5-6 000 bulletins de paye par mois. Et 6 ans après, aujourd'hui, c'est 18 000 bulletins de paye et une équipe de 50 collaborateurs. Mais je ne résumerai pas et je ne restreindrai pas le résultat à ça. C'est le développement d'un service juridique. C'est pour accompagner nos clients sur toute la partie contractuelle de leurs relations sociales. Et c'est le développement d'un service aujourd'hui SIRH. Aujourd'hui, c'est le développement d'une cellule commerciale. On est dans l'embryon. On est en train de tester des nouvelles choses. Donc c'est beaucoup. Et c'est surtout, si je veux le résumer, 6 ans après, c'est pas que du volume. Ouais. Même si le volume a montré notre capacité à croître sans se faire mal, c'est surtout la satisfaction des clients. C'est qu'aujourd'hui, le temps de réparation des problèmes qui étaient liés à nos travaux chez nos clients, qu'on livrait à nos clients, c'est 2% de mon temps aujourd'hui. Ok. Voilà, 2%. C'est absolument pas... On l'aborde totalement différemment et puis on réussit beaucoup mieux d'ailleurs à réparer parce qu'on est serein, tout simplement. Ok. Et au niveau du cabinet, parce que là tu as parlé de la partie paye sociale, et au niveau du cabinet, c'est quoi les grands chiffres? Alors aujourd'hui, le cabinet, RSM Méditerranée, c'est environ 16 à 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Historiquement, notre métier, c'était l'expertise comptable, donc la partie comptabilité, fiscalité, parce que quand je dis expertise comptable, j'embarque le social aussi dedans. Aujourd'hui, le social, historiquement, était environ 10 à 15% du chiffre d'affaires du cabinet. Aujourd'hui, c'est 40%. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Les enjeux pour demain ? Les enjeux pour demain, c'est pour nous de continuer à croître, pas que pour se faire plaisir de croître, c'est pour continuer à avoir les moyens d'explorer encore de nouveaux domaines, de nouveaux produits, de nouveaux services. Les enjeux sont technologiques, avec tout ce qui est data, outils. On a été dans un métier qui avait une obligation qui se résumait finalement à fournir une obligation, à répondre aux obligations légales des entreprises, produire de la TVA, produire des bulletins de paie, produire des charges sociales. Aujourd'hui, c'est d'être l'accompagnateur du dirigeant pour développer son entreprise et donc lui apporter tous les outils qui vont lui permettre de piloter, et notamment l'exploitation de la donnée. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'évolution de notre monde, il y a plein de données, et ceux qui s'en sortent sont ceux qui sont capables d'exploiter cette donnée. Nous, on a une donnée qui est extrêmement riche,
parce qu'on a une donnée qualifiée, on a une donnée solide, on a une donnée propre, parce que c'est nous qui la produisons, c'est la comptabilité ou les bulletins de paye. Maintenant, reste à en tirer la substantifique moelle qui permettra aux dirigeants de pouvoir piloter et avoir les éléments pour piloter et orienter son entreprise avec des éléments chiffrés issus de son activité. Des évolutions en termes de législation, en termes de... C'est-à-dire que là, j'entends, on doit se préparer à absorber, à accueillir une révolution technologique, l'IA, la digitalisation, SIRH. Il y a d'autres choses liées aux lois qui vont sortir prochainement. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles... Ça, c'est pas nouveau, puisque finalement, notre métier de base, ça a toujours été effectivement de digérer toute cette évolution législative pour le compte de nos clients et de les aider finalement à y voir clair dans cette législation et d'arbitrer en fonction des évolutions de législation. Ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau, c'est quelque chose que vous faites... Ça fait partie, c'est l'essence même, c'est un des éléments continus, qui reste permanent dans notre mission. Ok, donc là on est en période d'élection, il se peut qu'il y ait des mouvements, ça fait partie de votre responsabilité c'est ce qu'on a vécu tout le temps. On sait faire ce genre de choses. Voilà. Ok. On est le décrypteur de toute cette évolution de la législation. Merci beaucoup. Pour le dirigeant, pour le gars, c'est pas son métier. Mais on en parle beaucoup et c'est vrai que c'est des questions que j'ai eues parce que j'ai sollicité la communauté et un des sujets qui revient régulièrement, c'est waouh, c'est complexe. Déjà, c'est pas glamour, 2, c'est complexe et comment finalement réussir à rendre simple, vulgarisé, mais sans perdre en expertise et sans se tromper, quoi. Donc voilà. Merci infiniment. De rien, Christophe. Écoute, merci à toi. C'est vrai. Ouais. Toujours un grand plaisir de t'accueillir et de subir tes remarques. Agréables. Parfois désagréables, parfois désagréables, mais toujours tellement pertinentes. Merci, j'aimerais qu'on termine sur ça. Donc, à la fois désagréable, mais pertinente. Mais pertinente, c'est ce qui permet effectivement d'avancer et de se remettre en question. Bon, merci infiniment. De rien, à très vite. à toi. Merci beaucoup, à très vite pour un prochain épisode. Au revoir.